Bonsoir à tous, dernière grande gueule Moyen-Orient de la semaine. Merci d'être fidèles au rendez-vous. À Paris comme à Tel Aviv, nos GGMO sont prêtes. Voici nos débats du soir. Quatrième élection en Israël en 2 ans et beaucoup de leçons à tirer. Leçons pour la classe politique, prête à toutes les concessions, même idéologiques, quitte à faire des alliances contre nature. Leçons pour une société israélienne totalement fragmentée où chacun vote pour sa communauté. Et puis leçons pour tous les pouvoirs en place, car la gestion du Covid n'a peut-être pas joué sur la campagne. Les leçons d'un scrutin, ce sera notre premier débat au pays de Bibi. Et si le match 2022 n'était pas celui que l'on croyait, entre un Xavier Bertrand qui s'annonce officiellement candidat à droite et un Manuel Valls qui se positionne à gauche sans l'avouer officiellement. Alors peut-on imaginer une alternative au duel Macron-Le Pen? Xavier Bertrand face à Manuel Valls, ce sera le match des GGMO. Nous parlerons aussi de la mosquée de Strasbourg qui exacerbe les tensions entre la Turquie et la France. Est-ce un cadeau des écologistes aux islamistes? Comme le disent certains, les GGMO veulent savoir. Enfin, ce fan de vélo se remet en selle après plusieurs mois de convalescence. Michel Drucker retrouve son canapé rouge de Vivement Dimanche. Il a accepté très peu d'interviews, mais pour les grandes gueules, il nous fait l'honneur de passer ce soir, depuis le studio Gabriel, le grand oral des GGMO. Et je salue nos grandes gueules de ce jeudi soir. Bonsoir Stéphane Bajman. Bonsoir Benjamin. Vous êtes directeur de l'Occitanie Israël, également membre du groupe des démocrates mobilisés. Clément Vérénal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, habituellement avec nous depuis Paris, et là, à Tel Aviv. C'est un plaisir. Je me suis retrouvé par hasard à Tel Aviv. Bah écoutez, ça tombe bien. Vous êtes passé près du studio, vous êtes rentré, vous avez vu de la lumière. On est toujours bien reçus. Je salue également en direct avec nous depuis Paris Laetitia Koupa. Bonsoir ma chère Laetitia, vous êtes journaliste spécialiste en communication politique. Et je salue également notre cher André Berkoff, un habitué du lundi, qui est avec nous ce jeudi soir pour notre plus grand bonheur. Vous êtes écrivain, éditorialiste politique, et avec nous ce soir pour entrer tous ensemble, si vous le voulez bien, au pays de Bibi. Alors, je ne vais pas revenir sur les dernières tractations en coulisses. David Neyman vous en a parlé il y a 3 minutes. Mais faisons plutôt ensemble le bilan de ce scrutin israélien qui va, quelle que soit la suite des événements, laisser des traces et appeler peut-être à une réflexion sur la démocratie israélienne. Stéphane Bajman, on a vu une élection se réduire sur les antennes à des débats entre pro et anti-Bibi. Mais si on s'y penche de plus près, j'y ai vu une élection où plus de 30 listes étaient proposées, où les électeurs ont chacun voté pour leur communauté d'esprit, parfois même leur toute petite communauté. Est-ce que ces élections n'ont pas fait exploser au grand jour les multiples fractures de la société israélienne? Tout à fait. Si déjà on compare simplement par rapport aux dernières élections, nous avions 8 partis représentés à la Knesset, donc l'Assemblée israélienne. Cette fois-ci, c'est 13 partis. Donc vous imaginez le morcellement. Ensuite, ces élections, il n'y avait qu'un sujet, pour ou contre Bibi. Voilà ce qu'on a eu. Et donc on va se retrouver, alors on ne sait pas encore parce que les tractations sont en cours et elles vont certainement continuer longtemps, mais avec des grands écarts incroyables, puisque si Benjamin Netanyahou veut former une coalition, il devra aller d'une extrême droite raciste, homophobe, jusqu'à une gauche islamiste des partis arabes. Donc vraiment, c'est le grand écart. Et d'un autre côté, le camp anti-Bibi, on aura aussi d'un parti très à gauche comme Meretz jusqu'à Sar, le prochain espoir, ancien du Likoud, qui lui est encore plus à droite, je dirais, que Benjamin Netanyahou. Donc on est vraiment dans... On voit des politiques qui finalement font des choix pas du tout idéologiques, mais des choix de chiffres, des choix de terrain, pragmatiques, parfois à l'encontre même de leurs propres idées. C'est quand même ça ce qui caractérise aujourd'hui. C'est vrai, mais si on regarde quand même, nous avons les seuls partis idéologiques qui sont ou à gauche ou alors à l'extrême droite, ont recueilli beaucoup plus de suffrages qu'aux dernières élections. Donc effectivement, il y a quand même des partis où l'idéologie joue. Par contre, ensuite, c'est vraiment pour, contre Bibi. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer. Mais il sera très difficile de toute façon de former un gouvernement. Et a priori, même si en Israël, on a toujours beaucoup de surprises, on part vers de nouvelles élections. Alors, pas de pronostic ce soir parce que tout peut changer chaque seconde. Clément Vérénal, pour revenir quand même aux résultats de ces élections, est-ce qu'il aurait été le même, notamment pour Benjamin Netanyahou, s'il n'avait pas mené une campagne de vaccination aussi intense et rouvert le pays
quelques jours avant le scrutin. C'est sûr qu'on peut mettre ça au moins au bilan de Benjamin Netanyahou, qu'il a pour le moins correctement géré la crise sanitaire, on le voit. La crise de la vaccination, excusez-moi. Oui, mais c'est un critère des électeurs. Ma question, je pense, oui, je pense. On le sent. Je suis là depuis une quinzaine de jours. On sent dans la rue. Vous savez, je suis allé voter boulevard Dizengoff avant-hier. Au cœur de Tel Aviv. Au cœur de Tel Aviv. Il y avait les terrasses de café étaient ouvertes. C'était un jour férié. Il y avait à proximité devant le bureau de vote, comme ça se pratique en Israël, des stands pour décider les derniers indécis du Meretz, d'Avoda, du Likoud. Tout cela se passait dans une ambiance bon enfant et on sentait effectivement qu'il y a actuellement à Tel Aviv une ambiance que l'on n'a pas à Paris, que l'on n'a pas dans tout le pays. Donc ça a joué. Pour revenir à ce que disait notre ami Stéphane, ça ne vous surprendra pas, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Alors je ne vis pas ici de manière permanente, peut-être que j'ai un regard qui idéalise un peu, mais j'allais dire la société israélienne et le système même électoral israélien, il a, j'allais dire, les défauts de ses qualités. Ça, on est d'accord. Certes, en Corée du Nord, il y a moins de listes, il y a moins de partis. Ça, c'est de la comparaison. Non, mais on va c'était... la Corée du Nord. Le problème du nombre de partis, c'est un vrai problème pour former une coalition. Ok, mais c'est pas nouveau. À ce point-là, si. À ce point. Bon, là, on est dans une phase, ça n'a échappé à personne, on est dans une phase où effectivement, 30 on est en panne. Quoi ? Plus d'une trentaine de partis. Peut-être qu'il faudra trouver des réformes. Mais quand vous dites que le seul critère, c'est pour ou contre Bibi, je crois que c'est surtout chez les opposants de Bibi. Non. Qu'est-ce qui rassemble les opposants de Bibi ? C'est on veut se débarrasser de ce type-là, peut-être avec des bonnes raisons ou avec des mauvaises raisons, j'en sais rien. Mais quand vous voyez les électeurs du Chasse ou d'Yadut Torah, c'est pas que Bibi qui les intéresse, c'est aussi un mode de vie, qu'un certain nombre de lois soient votées, qui soient conformes à la halakha. On aime ça ou on n'aime pas ça. Non, ils ne cherchent pas de nouvelles voies, je suis désolé. Stéphane, après je donne la parole à Paris. Attendez, je veux juste vous dire une chose. Il faut quand même savoir que si vous regardez, aujourd'hui, Netanyahou avait toutes les cartes en main. Il a réussi la campagne de vaccination. Il a fait la paix, même si on peut dire que c'est pas vraiment une paix, avec les Émirats Arabes Unis. Il avait vraiment toutes les cartes en main. Et quoi qu'il arrive, il aura perdu énormément d'électeurs. Il sera en baisse d'au moins 15% par rapport aux dernières élections. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, avoir fait appel à un parti idéologique. Mais écoutez, si vous regardez qui est ce parti, ils sont homophobes. Ils disent des choses qu'aucun parti en France n'oserait dire ou n'importe où ailleurs dans le monde. On n'a jamais eu ces gens-là. Mais on pourrait toujours aussi aller chercher dans les coalitions de gauche. Begin et Shamir refusaient de siéger à la Knesset avec ces gens-là. C'est pour ça qu'ils ont été interdits. Je vous dis pas que aujourd'hui ils sont autorisés. Et on verra qui siégera avec qui. Mais peut-être, mais attendez. Donnons la parole à Paris. Juste un mot. Coalition, synonyme, concession, un peu compromission. Vous avez toujours des alliés embarrassants. On n'a jamais eu des partis pareils. Mais c'est pas un Ben Gvir. Oui, mais c'est le principe de la coalition qui pose le problème. C'est le principe de la coalition. Mais vous découvrez l'Amérique, là, vous découvrez après. Donnez-moi un exemple d'un parti pareil en Europe. Aucun. Vous ne trouverez aucun parti à ce point extrémiste en Europe. Je suis désolé. Si, vous avez à l'extrême droite des partis qui tiennent des propos parfois qui font scandale. Vous ne connaissez pas exactement leur discours. Je veux bien vous entendre sur ce point-là. Mais c'est le principe de la coalition. Vous-même, ce n'est pas eux qui la parole à Paris. Ce n'est pas eux qui vont dicter la politique du futur. La parole à Paris. C'est bien Clément parce que vous êtes de l'autre côté. Vous voyez la difficulté qu'il est de faire passer la parole à Paris cette semaine. C'est pour ça que j'en profite aujourd'hui. Laetitia Kroupa, quand vous voyez ce qui s'est passé ici, est-ce que c'est par exemple une leçon pour la France et notamment pour Emmanuel Macron en 2022 de voir si justement sa gestion du Covid peut le faire gagner ou le faire perdre? Évidemment, Benjamin, évidemment, on regarde depuis Paris la situation en Israël vraiment de très près, je peux vous assurer. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit en introduction, cette fragmentation du corps électoral, ça va nous intéresser en 2022. C'est-à-dire que les gens finalement ne votent plus, ça on le sait depuis 2017, mais par appartenance idéologique à un parti, mais plus, vous savez, avec leur expérience personnelle, leurs croyances, leurs émotions. Et on se dit ici à Paris qu'Emmanuel Macron a fort à craindre, non pas de Marine Le Pen, mais d'une multitude de candidats sur la première ligne. Et évidemment, lui sera jugé sur son bilan comptable de la crise sanitaire. Est-ce que oui ou non, il a réussi à protéger les Français du Covid, même si on sait bien que la seule responsabilité ne lui impute pas concrètement, mais ce sera sur cette question qu'il sera jugé. Donc oui, évidemment, la situation israélienne est vraiment comparable, il me semble, avec celle qu'on va pouvoir peut-être vivre en 2022.
surtout, André Berkoff, qu'en Israël, il y a eu un parti anti-vaccin qui finalement, lors de ce scrutin, n'a pas atteint le seuil pour envoyer des députés à la Knesset. Est-ce qu'en France, on peut imaginer un candidat covido-sceptique qui crée la surprise chez vous pour 2022 ? Alors d'abord, je voudrais dire, Benjamin, que la chaleur de vos interlocuteurs et la chaleur de la conversation qui s'est entamée montrent bien qu'il y a deux choses. D'abord, Israël, Start-up Nation, mais Israël a deux choses de radicales, mais alors radicales et massif, c'est la vaccination et le système électoral. La vaccination, on a vu, massive, on verra les résultats et on verra ce que ça va donner, pour ou contre Bibi. Mais moi, je crois que ça montre que le système de la proportionnelle intégrale, qui pourrait être considéré comme, évidemment, l'acmé démocratique, c'est peut-être pas complètement ce qu'il faut. Alors, je vous rassure tout de suite, il ne faut pas non plus tomber dans la catastrophe française qui a consisté à faire les législatives après les présidentielles, et on a une Assemblée nationale de Playmobil. Et de gens, le petit doigt sur la couture du pantalon, on le voit ce qui se passe. Mais entre l'excès majoritaire que nous avons chez nous, et je dirais quand même l'excès de la proportionnelle intégrale que vous avez chez vous, on voit très très bien. Qu'est-ce que c'est que... Alors, cette mosaïque, c'est très très joli. Évidemment qu'il faut faire à ce moment-là des marchandages, des compromissions, etc. Et si vous dites pour ou contre Bibi, le problème ne va pas se passer comme ça, vous le savez très bien et mieux que moi, il va se passer au niveau de la situation au Moyen-Orient, et on peut imaginer effectivement que la liste arabe vote pour Bibi parce que dans la nouvelle restructuration du Moyen-Orient, ça peut jouer, ça n'a rien à faire avec la morale, ça n'a rien à faire, ça a à faire avec le pragmatique. Mais qu'est-ce que c'est que la politique, sinon de l'art de s'accommoder des inconvénients? Stéphane Bajman. Non, oui. C'est-à-dire que je vois bien ce que vous voulez dire, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire, si Ram fait une alliance avec Benjamin Netanyahou, ce ne sera pas du tout par rapport à la politique israélienne avec les autres pays arabes. D'ailleurs, ils avaient voté contre la paix qui a été signée avec les Émirats arabes unis. Non, c'est uniquement une question d'argent, une question de promesses électorales. Le problème, c'est que la coalition qui pourrait se faire, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir, on a des surprises, de toute façon, ça ne va pas Toutes arrêter. les minutes, il y a des annonces qui tombent. On aurait d'un côté... Je reparle à cette extrême droite qui ne veut pas entendre parler de Ram. De toute façon, ils ont dit on ne veut pas entendre parler d'eux. Et Ram qui ne veut pas entendre parler de... On va pas centrer le débat sur Ram parce qu'on l'a fait hier soir et ça a bougé dans la journée. C'est une autre question dans la question. Non, on ne fait pas le débat sur Ram ce soir. Non, c'est pas sur Ram. Je voulais juste reprendre comme une chose parce que vous dites toujours attention, ils vont s'allier avec les affreux d'extrême droite. C'est une antienne, c'est une petite chanson qu'on entend à Paris comme en France toujours. C'est leçon permanente de la gauche où on va vous faire une sorte de procès en sorcellerie. Mais non, mais vous savez, tout l'électorat israélien. Dans toute coalition, dans toute famille, chaque fois que vous faites une fête de famille, vous avez le cousin un peu encombrant, peu sortable, on le sait très bien. Mais il y en a à gauche aussi. Par définition, vous avez effectivement des gens peu présentables, peu fréquentables. Ils font partie de la réalité. Dites-moi qui. Ils font pas. Non, vous en tout cas pour la France, à gauche, vous avez, on salit toujours avec toutes sortes de gens peu fréquentables, peu recommandables. Vous parlez de la France. Voilà. Israël, c'est un peu différent. Vous avez une certaine extrême gauche israélienne qui a quand même quelques casseroles. Oui, c'est le principe des extrêmes. Et donc c'est le principe des coalitions. C'est le principe des coalitions. Puisqu'on parle justement des leçons pour la France, eh bien, je vous propose d'imaginer maintenant ensemble un match qui peut sembler inattendu, mais qui n'est pas forcément de la politique fiction. Et oui, c'est un nouveau venu qui entre dans la course à la présidentielle en France. Il annonce dans les colonnes du Point qui sort aujourd'hui, c'est Xavier Bertrand. On rappelle qu'officiellement, le président de la région Île-de-France n'est plus LR. Et 3 thèmes de campagne sont déjà affichés. Restaurer l'autorité de l'État, tourner la page du centralisme parisien et refaire du travail la clé de voûte du projet national. On l'écoute, on en parle juste après. Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. Je le fais par devoir, parce que j'estime qu'au moment où nous sommes, le choix, ce sera entre le déclin et le redressement de mon pays. Je veux conduire le redressement de mon pays et je veux réconcilier les Français. Je place ma candidature au-dessus des partis, en dehors des partis politiques. C'est la logique qui était celle de la Ve République, du général de Gaulle. Une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme, d'une femme, de son projet avec les Français. Donc certains voudront participer à des primaires, certains voudront en organiser, je respecte leur choix. Mais je leur dis que de toute façon que je travaillerai avec tous et que je souhaite les rassembler autour de mon projet.
Xavier Bertrand qui se lance. Et au même moment, eh bien, un autre candidat potentiel pointe le bout de son nez. C'est Manuel Valls. On ne sait pas clairement où il veut en venir, mais il fait son retour dans l'arène politique. Hier sortait en librairie son nouvel ouvrage, Pas une goutte de sang français. Alors faut-il y voir un programme de campagne? C'est la question que tout le monde se pose ce matin dans le Figaro. Il reste énigmatique, mais je vais quand même vous lire un propos qui est tenu sous la plume d'Anne Fulda. Je n'en sais rien, j'ai un rapport trop ardent à ce pays pour renoncer à quoi que ce soit, et je suis un politique suffisamment lucide pour savoir à quoi m'en tenir, mais il se présente aussi en rempart. Il y a un risque réel de victoire de Marine Le Pen. Il faut que les Républicains se mobilisent et réfléchissent à la manière de faire vivre les valeurs de la République maltraitées. Alors les uns les autres, soyons fous. Clément Vérénal, en annonçant un match Macron-Le Pen, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir peut-être un autre duel? Allez, soyons fous. Bertrand-Manuel Valls. Ah bah en politique, faut jamais dire jamais. Ça c'est sûr. C'est parfois en politique française comme en politique israélienne et parfois on ne sait pas ce qui va sortir du jeu. J'ai appris une expression très amusante en lisant la presse israélienne. C'est Koubia à Hungarit. Vous savez un cube hongrois. Bah, c'est ce qu'on appelle en France le Rubik's Cube. Ouais. Et il disait pour trouver la solution de la coalition en Israël, c'est comme un problème de Koubia à Hungarit. Bah le Koubia à Hungarit. Alors en France c'est peut-être plus simple. C'est comme à la roulette. On ne sait pas ce qui va sortir. Mais on ne sait jamais. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde pronostique, fait des plans sur la comète sur un second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Oui. Bah, il peut y avoir des surprises. Laetitia Kroupa en fine analyste politique. Est-ce que vous allez me dire ce soir, Benjamin, vous faites de la politique fiction? Oui, Benjamin, je vais vous dire quelque chose. Voilà. Jusqu'à cet automne, tous les pronostics seront de la politique fiction. Bah oui, je peux pas vous dire autre chose. Après, Xavier Bertrand, honnêtement, entre nous, c'est la 4e fois qu'il nous dit qu'il est candidat. Alors là, c'est officiel. Bon, enfin, il y a zéro surprise ici. Hein. Ça fait une étincelle. Hein. Donc, on a bien enregistré sa candidature. On va passer sur la mise en scène catastrophique de son interview. Là, vous l'avez vu, vous l'avez passé. Donc, bon, qu'est-ce qu'il nous propose Pourquoi Xavier catastrophique Bertrand, finalement, d'être candidat de la droite? Ok. Bah, vous avez vu un costume noir sur un fond noir, on ne voit même plus le candidat, c'est sinistre, enfin c'est un peu spécial. Même, hein. Mais ça, c'est mon œil d'experte en communication qui le dit. Il a besoin de vos conseils, Laetitia, ça veut dire. Voilà. Ouais. Je n'en donne pas, Benjamin, je n'en donne pas. Mais vraiment, pour les Français, c'est un épiphénomène. Je vous rappelle juste qu'il est quand même candidat aux élections régionales qui doivent se tenir en juin. Donc qu'est-ce qu'il dit à ses futurs électeurs régionaux? Il dit « je veux être président de la République ». Enfin, à quoi ça sert dans ces cas-là de gagner une région pour en partir tout de suite? Vous voyez, c'est un peu compliqué là en termes de timing. On est en pleine, nous ici, là, on ne parle que coronavirus. Faut-il ou non fermer les écoles? Qu'est-ce qui va se passer là dans les régions qui sont concernées, les régions rouges? Donc bon, ça fait un peu pchit, on va dire. Ça fait pchit, Clément? Non, mais justement, Laetitia parle de la crise du corona. C'est l'un des éléments d'incertitude qui, effectivement, peut bouleverser la donne. On est actuellement, on sent, on le disait tout à l'heure, la différence entre l'ambiance à Tel Aviv et Paris. Il y a actuellement en France, la crise sanitaire produit une crise morale qui se produit, qui peut effectivement après produire une crise politique. Mais ça peut donc laisser émerger aussi des personnes inattendues. André Berkoff, j'ai envie d'entendre André Berkoff là-dessus. Je vais rappeler, André, que Xavier Bertrand est crédité actuellement de 15 à 16% des intentions de vote. Alors c'est vrai que Macron, c'est 24, même 28 pour Marine Le Pen, donnent certains instituts il y a quelques jours. Il sert à quoi dans ce jeu, Xavier Bertrand? Écoutez, la seule chose intéressante, c'est qu'il sert... Vous savez, Coluche était crédité de 10 à 12% en 1980 pour les élections de 1981. Non mais sérieusement, on est à 1 an, on est à 14 mois du premier tour des présidentielles françaises. Chacun, évidemment, c'est le bal des ambitions. Chacun veut y aller, chacun y pense même en se rasant. Donc, si vous voulez, c'est l'ouverture. Le problème de Xavier Bertrand, Laetitia Kroupa disait, d'ailleurs il l'a dit lui-même, d'ailleurs, c'est très intéressant, il l'a dit à la Roca, il dit « si je ne réussis pas aux élections régionales des Hauts-de-France, je ne me présenterai pas ». C'est-à-dire qu'il a mis lui-même déjà un taquet à sa propre candidature. Exactement. Quant à Manuel Valls,
Non, franchement, Manuel Valls, il faut se remettre dans le jeu. Vous comprenez, il a pris un soufflet en France, il a pris une claque à Barcelone, il veut se remettre, il a raison, en tout cas c'est son droit le plus strict de Mais se attendez, il y remettre. en a qui sont revenus Mais de bien il plus a loin, autant de André. chances. Souvenez-vous de Sarkozy. Bah, il n'est pas revenu. Vous pensez à qui Vous pensez à Sarkozy. qui Après son air baladure, Ah il oui, s'est c'est vrai, retiré, Écoutez- puis il est revenu, il est devenu président de la République. En politique, faut jamais dire Oui, jamais. mais attendez, oui, mais Manuel Valls, très sincèrement, vous ne revenez. Le problème, c'est qu'il faut se rappeler ça. C'est que on lui a dit à Barcelone, eh ben, t'es français, reste en France. Il revient en France, très bien. Il jouera peut-être un rôle, c'est pas un problème. Vous avez Montebourg, vous savez, dans ces cas-là, il faut citer tout oui. le monde. Ouais. Montebourg qui va prendre son envol, etc., etc., etc. Et donc. Si vous voulez, tout est ouvert aujourd'hui, effectivement, et on ne peut rien dire encore. Mais je ne vois pas du tout un couple, très sincèrement, pour faire un peu de politique fiction, je ne vois pas du tout un couple Valls-Xavier Bertrand prendre la relève de Vous ce n'y point de croyez vue-là. pas? Je voudrais revenir à ça, parce qu'on m'a parlé de Ham, etc. Ce que je veux dire, encore une fois, mais réfléchissez là-dessus, je pense que Israël, c'est un talon d'Achille, la proportionnelle intégrale. Bien sûr que ça n'a pas empêché d'Israël de prospérer, d'exister, etc. Mais c'est un vrai talon d'Achille. Comme chez nous, le scrutin majoritaire à 2 tours, tel qu'on le pratique, est une catastrophe aussi. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? Vous posez une vraie D'un côté, ça question, devient André. Les marchandages. Et heureusement Vous posez une vraie Voilà. question, mais on a Il fait. faut- Pardonnez-moi, écoutez, André, on a fait une grande partie du Netanyahou débat s'est hier imposé. là-dessus, sur la question de la proportionnelle. C'est pour ça que je ne vous ai pas relancé sur ce paramètre-là. Ce qui est intéressant, Juste, c'est pour nous. Benjamin. Attendez, Stéphane n'a pas Benjamin, parlé Je voulais là-dessus. juste vous Stéphane. dire que pour nous, d'Israël, Français vivant en Israël, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de parler d'élections qui auront lieu dans 14 mois. Je vous rappelle que si vous étiez il y a 14 mois avant le corona, on ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer. Donc c'est assez drôle de vouloir déjà se projeter si loin. Ensuite, Attendez, l'équilibre des blocs était les mêmes déjà dans les oui, précédents mais je veux dire, scrutins. pour nous, de voir Xavier Bertrand qui vient en gros sans parti, qui se place un petit peu au-dessus des partis, qui va vouloir mener une campagne présidentielle sans parti, qui est un petit peu, alors qu'il vient un petit peu comme tout le monde, se remettre par rapport au gaullisme, une droite sociale, etc. Et pour faire on se rempart à demande- Marine Le Pen, c'est Oui, aussi mais ça tout la le monde question. a envie de faire rempart à Marine Le Pen. peut tarte à la Mais crème, Je hein. ne suis pas sûr que ça soit ce que les Français demandent. Exactement. Les Français ont envie de gens qui viennent avec des vrais programmes, avec des nouvelles choses, et qui se placent. Alors, Manuel Valls, par exemple, moi je pense que c'est quand même quelqu'un qui effectivement, je ne le vois pas du tout revenir dans le jeu politique, mais on ne sait jamais, mais qui représente une gauche un petit peu différente de la gauche qu'on a aujourd'hui. Une gauche un petit peu plus sensée, qui regarde les choses avec un vrai regard et qui ne vit pas dans un monde idéal comme la gauche française aujourd'hui. Donc c'est peut-être quelqu'un qui peut être Parfaitement d'accord intéressant. avec vous sur ce point-là. Laetitia Croppa, en Il une règle minute. surtout- il règle. Ouais. Manuel Valls, il règle surtout le problème de la proximité politique gauche et droite avec les islamistes. Parce qu'il met les pieds dans le plat et que personne n'ose aborder Tout à ce fait. sujet. Et c'est avec ça qu'il revient dans le débat politique. Il est malin. Il a bien vu qu'il y avait quand même une faille béante. Personne ne veut se saisir de ce sujet. Il va falloir un jour ou l'autre, d'ailleurs on va en parler, je pense, dans l'émission, mettre les cartes sur la table et dire pourquoi le politique accepte des compromissions avec les islamistes. Voilà. Et ça, Manuel Valls sait qu'il peut être porteur. Il ne reviendra jamais. Franchement, il a le costume de loser. C'est impossible de s'en défaire et d'en réinventer un autre. Mais en tout cas, sa voix peut porter. On ne dans le sait débat, jamais, effectivement, Laetitia, on ne sait jamais en sur le politique, thème on de n'est la jamais mort. laïcité. Jamais. J'ai une C'est réponse vrai, à la question. Benjamin, Ouais, Benjamin. Juste un mot, Benjamin. Non. En 20 juste secondes, un André. mot. Non, l'islamo-gauchisme et compagnie est au centre. Ouais, pardon? Oui, en 20 secondes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est effectivement trop tôt pour faire des pronostics. Je dirais simplement que l'islamo-gauchisme est au centre actuellement du débat français. Il est là et il est là pour durer. Je voudrais simplement dire ceci, c'est que je ne crois pas du tout que le Front républicain et le côté faire rempart à Marine Le Pen, qui a joué pendant 40 ans, je ne crois plus qu'il joue. Bien. Là, les digues C'est une vraie question. Le pire que les digues sont tombées et ce sera une vraie recomposition. On en reparle juste après la pub. Et cette question, justement, de la gestion des questions de l'islamisme et de l'islam tout court, on va en parler dans un instant avec la polémique autour de la mosquée de Strasbourg et notre invité, Michel Drucker. À tout de suite.
Ce sont les grandes gueules Moyen-Orient du jeudi soir, avec ce soir à mes côtés, à Tel Aviv, Stéphane Blajman, vous êtes directeur de l'Occitanie-Israël, membre du groupe démocrate mobilisé, Clément Veil-Réginal, journaliste habituellement parisien, mais en ce moment Tel Avivien. Je suis très heureux de vous avoir avec moi à mes côtés. Et avec nous en direct depuis Paris, Laetitia Kroupa, journaliste spécialiste en communication politique, et André Berkoff, écrivain en multiples ouvrages, également éditorialiste politique, notamment chez nos confrères de Sud Radio. Place maintenant à notre débat diplomatiquement incorrect. Car le débat fait rage cette semaine autour de la future mosquée de Strasbourg. Elle pourrait être la plus grande mosquée d'Europe. Le conseil municipal a accepté de financer 10% du montant des travaux, mais le gouvernement, via le ministre de l'Intérieur, a répété son opposition au projet. Il dénonce le financement d'une ingérence étrangère sur le sol français. Écoutez, Gérald Darmanin, c'était hier chez nos confrères de BFM. Effectivement, nous avons vu cette délibération votée par le conseil municipal de Strasbourg et j'ai eu l'occasion de dire à madame la maire de Strasbourg, la préfète l'avait dit avant moi et je me suis exprimé publiquement, que nous ne trouvions pas ça pour le moins amical avec les intérêts français, pour ne pas dire plus. Pourquoi ? Parce que cette fédération que vous évoquez, pro-turque, n'a pas voulu signer la charte des valeurs de la République, celle que nous avons évoquée avec le président de la République, n'a pas voulu condamner les condamnations contre l'apostat, contre l'homosexualité, contre l'égalité entre les femmes et les hommes, reconnaître que la République était laïque, que la loi de la République s'imposait évidemment sur la loi des églises ou la loi de Dieu. Et nous considérons, nous, que cette association, cette fédération n'est plus capable d'être dans le monde représentatif de l'islam de France. Alors, ce qui pose problème, c'est l'association qui porte le projet. Elle serait proche du pouvoir turc, une organisation politico-religieuse. C'est ce que dit l'ancienne maire PS Catherine Trottmann. La maire actuelle, l'écologiste Jeanne Barseguian, veut montrer patte blanche. Elle explique même qu'elle pose maintenant des conditions à ce financement. Mais on a effectivement conditionné le versement effectif de cette subvention à un vote ultérieur en conditionnant en fait ce versement notamment à la présentation d'un plan de financement transparent et consolidé qui nous permette, puisque d'autres subventions d'autres collectivités ont notamment été demandées et sollicitées, d'avoir une vision claire et concrète. Voilà, pour les éléments et le rappel des différents protagonistes, on rappelle que tout cela se déroule à Strasbourg, donc une ville où les rapports entre l'Église et l'État sont très particuliers, c'est un statut particulier en France. André Berkoff, cette mosquée est-elle, comme l'estime Gilles Clavreul du Printemps républicain, le nouveau, et je le cite, le nouveau cadeau des écologistes aux islamistes ? Écoutez, d'abord, je voudrais dire quelque chose de... Je suis assez étonné qu'une femme qui s'appelle Jeanne Barseguian, elle est arménienne d'origine. C'est intéressant qu'elle veut favoriser le projet d'islamistes turcs, il faut le dire. C'est pas la Turquie seulement qui est en jeu, c'est un projet effectivement très orienté. Limite, hein. Intéressant de voir qu'une arménienne favorise quand même cela. C'est vu ce qui s'est passé en 1915 et que personne n'a oublié, le premier génocide. Deuxièmement, il y a quand même quelque chose. Il y a le Concordat, vous l'avez évoqué, Benjamin. Mais enfin, dites-moi, est-ce que c'est le rôle ? Je pensais que la France était un pays laïque. Je pensais que les contribuables n'avaient pas à financer les lieux de culte, quels qu'ils soient. C'est le rôle de la France de financer des lieux de culte ? C'est le rôle des municipalités et des contribuables de Strasbourg de financer des lieux de culte, encore une fois, quels qu'ils soient. C'est quand même assez hallucinant. Et évidemment, maintenant, elle fait... Oui, enfin, la polémique, André, pardonnez-moi, c'est la qualité de cette mosquée et son rapport avec la Turquie. Oui. C'est ça qui pose problème, surtout. Mais justement. Enfin, et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on revient à ce syndrome terrifiant qui est le syndrome électoraliste. Eh oui. Comme vous le savez Ça, qu'il y a énormément d'abstentionnistes en France, il suffit d'un déplacement de 5 000 à 10 000 voix pour faire élire un maire. Une mosquée, 3 mandats. Voilà le problème. Et ça empoisonne la vie politique française, locale aussi, mais vous allez voir qu'en national, ça va gagner ce sujet. C'est pour ça qu'il faut absolument en débattre et il faut absolument que pour une fois, les politiques acceptent de se mettre autour de la table et de dire oui ou non au clientélisme avec les islamistes. Et ce n'est pas qu'à gauche, Benjamin. À droite, Jean-Christophe Lagarde à Bobigny, si vous voulez, il a quand même eu énormément de compromissions, notamment avec le clan des barbares,
qu'on connaît et que vous connaissez aussi tristement en Israël. Et ça, il faut que ça cesse, parce que ça, c'est l'ancien monde, c'est l'ancienne politique clientéliste et qui accepte des compromissions qui sont en réalité inacceptables. Alors, est-ce que ce sont des compromissions inacceptables? Alors, d'un certain côté, oui, mais il ne faut pas non plus tout mélanger. Alors, moi, je viens de Metz, la Moselle, c'est exactement comme l'Alsace. Alors, de faire une mosquée, c'est peut-être une bonne idée, et d'aider à faire une mosquée, je pense que c'est une bonne idée. Par contre, il faut être très vigilant, et ça, c'est pas le cas. Et c'est grave. Là, c'est totalement différent. Il faut vraiment savoir qui fait la mosquée, et que cette mosquée, que les gens qui organisent ça, signe la charte de l'islam de France, qui est une condition impérative. Et pour l'instant, ils ne le font pas, c'est ça le problème. Oui, ils ne le font pas et on vient en parler, le maire en parle après. Donc ça, c'est pas normal. Par contre, avoir une mosquée où on puisse voir les gens qui y vont, je pense au contraire que ça, c'est une bonne chose. Bon, vous pouvez leur faire signer une charte, une déclaration de bonnes intentions. À mon avis, ça ne changera pas grand-chose. Oui, mais de surveiller, mais de pouvoir voir. Parce que le problème, on est bien d'accord, il faut répondre à André Berkoff, il n'est pas légal. C'est le concordat. La municipalité est tout à fait dans son rôle quand elle subventionne cette mosquée. Il n'est pas moral non plus. Moi, personnellement, je ne suis pas un laïc totalement... je ne suis pas un laïc et je pense que ça peut être une bonne chose qu'on finance des lieux de culte, des églises, des mosquées, parce que ça permet effectivement aux communautés religieuses de s'exprimer. Le problème, il est politique, c'est sûr. Oui. Et là, on voudrait trouver un bon exemple en disant, vous voyez, un exemple d'islamo-gauchisme. On est en plein dedans. Voilà une municipalité écolo, donc écolo d'extrême gauche, etc. Et qui vient-elle financer une mosquée inspirée par un mouvement des frères musulmans? Bon, alors, un mouvement... Clément, on va poser la question. Les Verts, ils sont naïfs ou ils sont complices? Oui, mais il y a eu ces dérives à droite. Les deux, voilà. Vous savez, l'être humain est jamais monolithique. Oui, il y a toujours dans la naïveté un peu de complicité, il y a toujours dans la complicité un peu de naïveté. Mais là, vous savez, pour répondre à la question de Laetitia, et je vais parler sans arrière-pensée, sans aucune malveillance. Pourquoi il y a ce type de financement? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce clientélisme? Il y a eu un sondage qui a fait, donc je suis pas dans le complotisme, c'est un sondage objectif qui a provoqué l'effet d'un séisme au lendemain de l'élection de François Hollande. On a découvert, parce qu'on peut, comme la communauté musulmane est importante en France, on peut faire des sondages avec une lecture très fine. 93% des électeurs en 2007, 93% des électeurs musulmans avaient voté François Hollande contre Nicolas Sarkozy. C'est rare une communauté qui s'exprime comme ça. En 2012, là. Oui, en 2012, pardon. En 2012, 93% des électeurs musulmans ont voté contre Sarkozy et pour François Hollande. Jamais vous n'aurez des chiffres comme ça dans la communauté juive qui se répartit. Laetitia veut réagir à Paris. C'est une communauté très importante. Donc ça fait l'effet d'un séisme. On dit voilà, il y a effectivement un effet levier immédiat sur une élection. Donc tout ça électoraliste. Laetitia. Oui, enfin là, on n'est plus dans la bipolarisation de 2012. Clément, je vous apprends rien. Et là, en fait, ce qui est intéressant dans le cas de la mosquée, effectivement, c'est que Erdogan est susceptible de venir l'inaugurer. Et vous comprenez bien le symbole. Ça veut dire qu'en France, on accepterait que le président turc se serve d'une mosquée pour asseoir son pouvoir sur les musulmans d'Europe. Parce que c'est ça le dessein d'Erdogan. Donc, est-ce que oui ou non, on accepte ces types de signal de communication diplomatique là, je suis quand même assez dans l'euphémisme quand je dis diplomatique, oui ou non. Et là, en fait, Gérald Darmanin, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un signal à la fois à la droite en disant on est là, on gère ce type de problème. Donc ceux qui se positionneront sur la droite de notre place politique n'auront finalement pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et il envoie surtout un message à la gauche en disant ce problème de l'islamo-gauchisme, comme on dit ici, mais enfin de compromission avec les islamistes, il va falloir le régler. Il les renvoie dos à dos. Donc finalement, c'est un calcul politique qui est assez fin. Oui, enfin, je ne sais pas si le calcul politique est fin ou pas. Franchement, c'est... je voudrais... Il était dans son rôle, Darmanin, quand même, de mettre les pieds dans le plat. C'est les actes qui comptent. Ça. Oui.
c'est sans son rôle, à condition que ça soit suivi d'actes. Darmanin, à chaque fois qu'il y a un attentat, il va parler, nous ne tolérons plus des attentats, nous ne tolérons plus ceci, nous ne tolérons plus cela, et on attend que les actes suivent. Alors, moi, Nicolas Sarkozy. ça, je dis, ça ne veut rien dire. Moi, deuxièmement, je m'étonne que Clément Velrénal, du mur des cons, dise ah mais on peut tout à fait, mais c'est pas un problème, oui, il faut encourager les mosquées, etc. Oui, mais sans être naïf. Mais sans être naïf. On ne peut plus. Mais oui, mais Clément, vous êtes naïf dans ce cas. Il y a eu hier, rassure. chez Morandini, je le cite, et il y avait un imam à qui il posait la question, quelqu'un qui était là en disant cet imam avait refusé de signer le pacte, vous savez, la loi sur le séparatisme. Et quelqu'un lui dit, mais alors écoutez, si vous trouvez que la charia c'est supérieur au-delà de la République... Non, mais je vous ai jamais dit ça. Ah non, attends. Écoutez, Attendez, laissez André finir. André. C'est pas Clément qui dit ça, je vous parle de non. Écoutez-moi. Il dit, c'est pas de vous que je parle. Il a dit, à ce moment-là, vous devez quitter la France. Et l'imam a répondu, mais non, si vous n'êtes pas content avec mes opinions, je suis français et c'est vous qui devez quitter la France. Donc voilà, le problème, il est posé. On ne peut pas continuer à dire que non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Vous préférez des mosquées cachées ? Il y a un problème d'islamisme radical qu'il ne faut jamais confondre avec l'ensemble des musulmans, évidemment. Non, mais en fait, il y a deux débats. Il y a un débat qu'on va pas faire ce soir. C'est effectivement, moi je fais partie des gens qui pensent que les grandes religions sont globalement bonnes pour la société, bonnes pour les gens et qu'elles doivent pouvoir s'exprimer. Et comme le disait Stéphane Bachmann, en plus, si vous n'aidez pas les mosquées à être sur la place publique, elles seront dans les caves et ce sera plus problématique. Non, mais ce que soulevait notamment Laetitia tout à l'heure, c'est ce pied que met la Turquie en France. Oui, alors là, c'est sûr. Le pied, mais là, je suis entièrement d'accord. Et là, il n'y a aucune naïveté ni aucune complaisance à voir. Et d'ailleurs, il suffit de lire un grand journal que j'aime beaucoup, qui est Le Monde. Vous voyez, on ne va pas nous dire qu'on se trouve nos sources dans des bulletins d'extrême droite. Ils ont fait un article récemment sur l'influence des imams turcs. Alors c'est un article très prudent. Ils disent bon, il y en a pas tant que ça, il y en a un cinquième. Vous savez, un cinquième, ça fait en fait c'est 20%. C'est 20%. Et c'est Le Monde qui dit. Et ces imams turcs qui sont dans la main du pouvoir turc, c'est Le Monde qui l'écrit. C'est la seule citation que je vous inflige ce soir. Il dit et ces imams turcs sont de plus en plus influents et de plus en plus ambitieux. Bah voilà. Donc Darmanin a raison d'intervenir. Mais bien sûr qu'il a raison. Mais bien sûr qu'il a raison. On est tous d'accord là-dessus. Je ne pense pas que quelqu'un de sensé ne puisse pas être d'accord avec ça. Et c'est pour ça que l'État français doit justement regarder ce qui se passe, aider à gérer ces choses-là pour que ça ne soit pas caché, mais interdire complètement que des puissances politiques extérieures aient leur mot à dire en France sur les Français musulmans. Ce sont avant tout des Français. Est-ce qu'on dit un petit mot ? Gérald Darmanin a fait aussi un petit peu polémique cette semaine pour un ouvrage, le sien, qui était sorti le 3 février. Je pense que c'est ridicule. Attendez, je vais juste rappeler aux gens qui nous regardent ce qui s'est passé. Le séparatisme islamiste, c'est le titre de son livre. Il y écrit notamment, et je le cite, que Napoléon s'intéressera à régler les difficultés touchant à la présence de dizaines de milliers de juifs en France. Certains d'entre eux, et je le cite toujours, pratiquaient l'usure et faisaient naître troubles et réclamations. Donc certains se sont jetés là-dedans, notamment Edoui Plenel, en disant regardez, Darmanin sort les vieux clichés antisémites. Clément. Je vais faire mon Zemmour. Darmanin rappelle un fait historique. L'usure, les Juifs étaient presque forcés à l'usure. C'était l'une des rares professions qui leur était autorisée, et ça provoquait effectivement de l'antisémitisme. Alors, juste deux mots, parce que effectivement, ce que nous a infligé Edoui Plenel, c'est la citation d'une citation. Alors, il va d'abord prendre une lettre de Napoléon. C'est pas Darmanin qui l'a écrite. Et puis après, il y a une phrase effectivement qu'on aurait peut-être pu tourner avec plus de précaution, puisqu'aujourd'hui il y a un terrorisme un peu intellectuel. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Et là, Darmanin ne fait que rappeler effectivement un état de fait historique. Alors juste, parce qu'on pourrait en parler un peu plus longtemps, surtout pas monsieur Edoui Plenel pour nous donner des leçons d'antisémitisme. Il faut quand même rappeler que monsieur Edoui Plenel, c'est ce journaliste trotskiste sous pseudonyme qui dans Rouge en 1972 justifie l'assassinat des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich, l'un des pires attentats antisémites de l'après-guerre. Alors aujourd'hui, il dit oui, c'est une erreur de jeunesse.
jeunesse. C'est pas vrai, parce que quand vous allez sur Mediapart, son journal aujourd'hui, vous avez encore, et je sais de quoi je parle, des articles d'une complaisance plus qu'ambiguë vis-à-vis du terrorisme précisément palestinien. Parce que le terrorisme palestinien, alors ça, il peut pas être antisémite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'antisémitisme, on va toujours essayer de le débusquer à l'extrême droite. C'est un autre débat, antisémitisme. Ce qui est important de voir, d'abord, cette journaliste qui a fait ça travaille souvent avec Mediapart, c'est une première chose. Ensuite, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce qui s'est passé à l'époque, écoutez, moi je viens justement de la région où on a beaucoup de juifs français qui étaient là depuis l'époque de Napoléon et qui étaient maquignons, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des terres, ils achetaient, ils vendaient des bêtes. Eh bien, ce que Napoléon a fait, c'était un vrai progrès pour les juifs de France. Alors le traité d'antisémitisme, je trouve ça ridicule. C'était un cadre en fait qui était mis à l'époque. Et en plus, Edwin Pell se sert de ça pour dire, regardez, je fais attention, je défends le peuple juif français contre les antisémites. Franchement, c'est se moquer du monde quand on connaît son passé. André Berkoff. On va laisser la parole à André Berkoff. Oui, je voudrais simplement dire quelque chose. Je rappelle à l'époque que Napoléon avait surtout dit aux Juifs de France tout en tant que citoyen, rien en tant que nation. Et je ne sache pas que cette communauté, comme d'autres, a mis le Talmud, les lois du Talmud avant les lois de la République. Voilà le problème. Il est là le problème. Il ne faut pas chercher autre chose. Le problème, c'est de savoir. Tout le monde a le droit, vous dites, les religions, il faut les... Bien sûr que tout le monde a le droit à ses croyances, etc. Tout le monde a le droit à développer ses croyances comme il veut et légitimement. Mais encore une fois, le vrai problème entre vie privée et vie publique. Est-ce qu'on met la religion, les lois de la religion avant les lois de la République ou pas? Le problème, il est posé, et vous le savez très bien qu'il est posé aujourd'hui de façon extrêmement claire. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas reprocher aux islamistes et leur louer, c'est leur cohérence et leur franchise. Et on en débattra beaucoup. Et ce qu'il faut. Et on en débattra beaucoup les prochains jours. Laetitia, je ne peux pas vous donner la parole, il y a notre invité du Grand Oral qui attend. Ça n'a pas du tout pris. On va le retrouver maintenant. D'ailleurs, pour deviner qui est notre invité du Grand Oral de ce soir, eh bien voici quelques images à vous découvrir de qui il s'agit. Et oui, ce cycliste infatigable qui fait son retour ce week-end, c'est Michel Drucker. Et il est en duplex avec nous depuis son fidèle pavillon Gabriel à Paris. Bonsoir Michel Drucker. Bonsoir Benjamin, heureux d'être en direct avec Israël. De vous retrouver, vous faites votre grand retour ce dimanche sur France 2 après 7 mois d'absence, dont 3 mois passés à l'hôpital. Vous venez d'achever d'ailleurs l'enregistrement de cette émission Pas comme les autres. Racontez-moi, comment avez-vous vécu ces retrouvailles avec votre public, votre studio et ce mythique canapé rouge où vous êtes installé? Eh bien, je finis là, il y a 10 minutes. Voilà, on a enregistré toute l'émission de dimanche, qui passe dimanche, les 2 parties de Vivement Dimanche avec beaucoup d'invités. Et puis on a déjà enregistré l'émission du 4 avril, le dimanche de Pâques. Ben, c'était très émouvant. J'avais préparé dans ma tête plein de choses que j'ai pas dit parce que comme je suis pas un homme du prompteur et j'ai jamais la même chose 2 fois. Donc j'étais ému et j'étais pas trop fatigué. C'était le plus important pour moi. J'avais peur d'être fatigué parce que 3 émissions dans la journée, j'avais pas fait de Vivement Dimanche classique comme ça depuis le premier confinement, depuis presque 1 an. On en avait fait 1 ou 2, mais j'étais déjà patraque au mois de juillet. Ben je l'ai bien vécu, mais j'ai pas encore bien réalisé. Je vous dirai ça quand j'aurai vu l'émission comme un téléspectateur normal dimanche. Alors cette émission a d'ailleurs une structure très particulière puisque vous êtes sans public, Covid oblige, et vous êtes entouré essentiellement d'humoristes pour vos retrouvailles. Voilà. C'était quoi? C'était pour éviter les larmes? Non, c'est-à-dire que j'aurais pu recevoir une 50aine d'amis, des acteurs, des comédiens, des chanteurs, même des hommes politiques qui très gentiment voulaient me souhaiter bonne chance et m'accueillir pour mon grand retour sur mon plateau, mais j'avais pas le temps évidemment. Alors on a choisi la Dream Team des humoristes de Vivement Dimanche. Ils sont une
une vingtaine à peu près. Il y a Anne Roumanoff, il y a Laurent Gérard, il y a Danny Boone, voilà, qui apparaît comme invité d'honneur. Il y a beaucoup d'invités, il y a tous ceux qui vont faire rire chaque dimanche. Vous les recevez par le TV5 en Israël. Ils étaient tous là. C'était plus sécurisant pour moi d'avoir des humoristes. J'avais peur d'être un petit peu triste. Comme ça risquait pas d'être triste. C'était très drôle. Alors, vous avez raconté dans la presse que vous avez eu beaucoup de mal à vous regarder dans un miroir après votre opération. Est-ce que vous avez eu plus de plaisir à vous voir aujourd'hui sur vos écrans de contrôle ? Je ne les ai pas trop regardés, les écrans de contrôle. Je ne suis pas allé beaucoup en régie. Mais je vais regarder dimanche. Je me suis aperçu quand même à la répétition. Mais j'avais un peu peur de me regarder parce que j'avais tellement l'angoisse d'avoir pris un coup de vieux. Mais vous savez, il y a un directeur de la photo qui s'appelle Jean-Michel Racot, qui fait la lumière de notre émission et qui m'a assuré que j'avais bonne mine. Donc j'étais peinard. Non, je peux vous confirmer en tout cas ce soir, sur ice24 News, vous avez bonne mine, Michel. Si vous me trouvez bonne mine depuis votre régie d'i24 News, ça me rassure parce que vous savez, quand je suis sorti de l'hôpital, je peux vous dire maintenant que j'avais pris un sacré coup de vieux. On va rappeler ce qui vous est arrivé. En septembre dernier, vous avez été hospitalisé pour une septicémie, puis une opération du cœur, triple pontage coronarien. Est-ce qu'on est changé quand on sort d'une telle expérience ? Moi, je pensais que j'allais être très changé, que j'allais être au ralenti, mais la reprise était tellement rapide, surtout que je termine un livre que vous allez recevoir à Tel Aviv bientôt, qui s'appelle « Ça ira mieux demain », qui sort le 29 avril. Donc la reprise a été tellement rapide, je m'étais préparé, que je n'ai pas eu le temps vraiment de beaucoup réfléchir. Je ne suis pas très fatigué, mais je vais quand même retourner en rééducation parce que je continue à faire la rééducation entre mes émissions de télévision encore pendant 2 mois. Mais je vous dirai ça dans quelques mois, quand les cardiologues me feront le premier bilan après quelques heures de télé. Mais vous avez pensé à un moment ne pas pouvoir revenir ? Alors, c'est pas que j'ai pensé, c'est que j'étais persuadé que je ne reviendrais pas parce que je devinais uniquement dans les regards, puisque vous savez que nous sommes tous masqués depuis déjà 1 an, mais à plus forte raison les médecins. Donc je n'ai pas vu un visage découvert pendant des mois à l'hôpital Georges Pompidou où j'étais, ni les infirmières, ni les aides-soignantes, ni les cardiologues. C'était que des regards. Et dans leurs regards, j'arrivais pas à deviner s'ils me disaient la vérité ou pas, mais quand j'ai su tout ce qu'ils devaient faire comme opération, ils m'ont quand même laissé entendre que si je m'en sortais, j'aurais sans doute des séquelles. Donc je m'y préparais. Ça veut dire de toute façon, la télé, c'était fini pour moi. C'était fini pour moi parce que je ne pouvais pas revenir à la télévision diminuer. C'est ça mon angoisse. Imaginez que je revienne sur mon canapé avec 10 ans de plus, hagard, incapable de sourire tellement je serais fatigué. Donc j'étais obligé de revenir en forme et de préférence en meilleure forme. Et finalement d'ailleurs, ce n'est pas une, mais 3 émissions que vous avez enregistrées d'un coup. Oui, aujourd'hui on a fait 3 émissions, mais on a fait tout un dimanche, les 2 parties qui passent donc dimanche, vous allez les recevoir par TV5 Monde sans doute dimanche, une partie et même la totalité de l'émission du 4 avril qui est plus courte. Demain on en fait une autre et vendredi j'en fais également un autre dimanche qui va nous amener jusqu'à la fin du mois d'avril. Quelle performance. Vous croyez en Dieu, Michel Drucker ? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. D'abord, si j'ai traversé le miroir, si je crois en Dieu, s'il y a une vie après la vie. Je me suis posé la question. De temps en temps, en rigolant, je me disais, mais c'est pas grave, je vais retrouver Johnny, je vais retrouver Dassin, je vais retrouver Le Luron, je vais retrouver Coluche, je vais retrouver Télécopain, je vais retrouver Claude Brasseur, je vais retrouver Guy Bedos. Et puis voilà, et puis on va rigoler ensemble et on va refaire une autre carrière là-bas. Mais ça, c'était en rigolant. Moi, je suis plutôt agnostique. Je ne peux pas dire que je crois en Dieu, mais je finis par me poser des questions quand même. Mais en fait, je crois en tout cas à la remontée de la pente si on a un mental très très fort. Vous savez, dans mon livre, il y a deux citations que j'ai voulu mettre. Il y a une d'Alain Souchon, « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie », c'est une chanson d'Alain. Et puis en exergue, ou à la tête d'un chapitre, j'ai mis une citation de Lelouch qui m'a répété souvent quand il m'appelait. « Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues ». Alors donc, je vous dirais vivement demain. Et vivement que je retourne chez vous pour jouer mon spectacle, puisque Benjamin, vous m'avez fait l'amitié d'assister à mon premier à Tel Aviv il y a 2-3 ans. Et j'espère, vous verrez avec Dan Lebovitz, j'aimerais bien revenir chez vous l'année prochaine. Mais écoutez, le message est passé à Dan Levkovitch. Alors c'est vrai, j'ai eu la chance de voir Michel entouré d'un public conquis. Puisque je vous parle d'Israël, ce pays où toutes les croyances et tous les messages sont possibles, est-ce que vous avez
un message à envoyer au ciel? À nos amis israéliens? Au ciel, ou pourquoi pas aux amis israéliens aussi d'ailleurs? Un message, eh bien merci. Merci de m'avoir attendu, merci pour tout, et merci de croire en moi. Voilà. Bah écoutez, c'est un beau message. Merci beaucoup Michel Drucker d'avoir été avec nous sur i24 News, et on vous attend ici à Tel Aviv en 2022, j'espère. Oui, et le long des plages, pas loin de chez vous. La dernière fois que je suis venu, c'était en vélo électrique. Enfin, j'ai traversé plusieurs fois Tel Aviv en vélo électrique, et j'étais dans un hôtel qui donnait sur une plage qui m'a beaucoup touché. C'était la plage réservée aux chiens. Vous la connaissez, cette plage? Oui, absolument. Qui est réservée aux chiens, hein? Oui. Donc, j'étais très touché parce que je ne savais pas à quel point à Tel Aviv on aimait les chiens et qu'on aimait promener les chiens. Donc, voilà. Donc, vous savez qu'il y en a une pour les chiens, pour les religieux, il y en a pour tout le monde ici. Il y a une place réservée aux chiens. Il y a une place pour les religieux et une place pour les... Oui, absolument. Et je me demande s'il n'y a pas une place pour les homosexuels. Oui, voilà. Vous savez tout sur Tel Aviv, Michel. Hein, il y a 4 plages où j'étais. Il y avait réservé aux homosexuels, réservé aux religieux et réservé aux chiens. Ça m'a beaucoup touché. Ça résume assez bien la bienveillance des Israéliens. Eh bien justement, on vous attend avec bienveillance. Merci beaucoup Michel Drucker. On vous souhaite la force, on vous souhaite la santé. Rendez-vous dimanche à 15h10 sur France 2 pour la grande rentrée, votre rentrée de Vivement Dimanche. Merci aux téléspectateurs du Moyen-Orient, puisque vous êtes vus également au Moyen-Orient. Merci beaucoup. Merci Michel Drucker d'avoir été avec nous. Ainsi s'achèvent ces Grandes Gueules Moyen-Orient. Merci à tous, merci à mes Grandes Gueules, à Tel Aviv comme à Paris d'avoir été avec nous ce soir dans ces Grandes Gueules Moyen-Orient. Je voudrais aussi remercier l'équipe qui m'accompagne côté coulisses, Laura Cohen à la production, Raphaël Assine à l'édition, Moïse Azan à la programmation. Merci également à l'équipe technique de Paris qui nous aide chaque soir à réaliser ce plateau unique où des Grandes Gueules dialoguent. Vous savez que c'est unique au monde, à 3000 km les unes des autres pendant 1 heure. La semaine prochaine, pas de Grandes Gueules en direct pour cause de fête de Pessah. Je vous retrouve donc avec grand plaisir dans 10 jours. Bonne soirée à tous.